qui ne s'est pas aperçu un jour que les petits camarades de sa classe faisaient des fêtes sans lui dire. Ça aussi, c'est une forme d'exclusion. Moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'exclusions que les gens ignorent avec le bégaiement. Il n'y a pas un seul facteur où il n'y a pas d'exclusion. Et aussi, il faut dire qu'il y a aussi la première exclusion qu'on a, c'est l'exclusion de soi-même, parce qu'on ne s'accepte pas bègue. Et même si on s'acceptait bègue, je ne pense pas que ça soit un service. Je ne pense pas que ça soit un service. Il vaut mieux combattre son bégaiement. Alors, quel bégaiement? Alors, le bégaiement, nous, à la naissance, lorsque on est avec une hypersensibilité, hyperémotivité. Donc, de par cela, bien évidemment, ça nous procure des blocages respiratoires. C'est comme une personne qui n'est pas bègue, qui a une boule d'angoisse, donc en permanence, elle va avoir du mal à respirer. Et nous, bègues, on est avec ça. On est avec ça pourquoi? Parce qu'on a aussi ce degré qui est ce que l'on appelle de l'intuition. On ressent très vite les choses. Donc, au bout d'un certain temps, ça nous provoque, disons, étant donné que ça nous met en permanence en apnée, ça nous provoque une désynchronisation entre respiration, gestuelle et parole. Donc, lorsqu'on veut s'exprimer, on va s'exprimer en fin d'expiration et non pas en début d'expiration. Alors, comment dire suis-je bègue? Alors, est-ce que dans notre tête, on est vraiment bègue? Moi, je ne crois pas. On est bègue uniquement à l'oral, mais je ne pense pas que dans notre tête, on soit bègue. Bègue, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a peur de déranger les autres parce qu'on est gay. Malheureusement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on pense d'abord au regard de l'autre qu'au regard qu'on porte sur nous-mêmes. Mais si j'ai un conseil à donner à toute personne qui souffre de bégaiement, pensez d'abord à vous-même. Et réfléchissez bien, est-ce que la personne en face de vous va penser d'abord à vous, avant de penser à lui? C'est très rare. Très rare. Rares sont les personnes qui font cette démarche. Comme chaque être humain est individualiste, donc je vous laisse deviner la suite. Est-ce que tu veux que je rentre plus dans les causes du bégaiement? Une explication sur les causes. Alors, une explication sur les causes du bégaiement. Alors, exactement ce que j'ai dit préalablement, bien évidemment, c'est dû à notre sensibilité, mais les causes du bégaiement, c'est une succession disons, on peut dire, de rapidité que l'on a sur soi. On réfléchit très vite, nous, bègues. Beaucoup trop vite. Et donc, on prend un exemple. Donc, ça a été prouvé par les associations d'enfants précoces. Vous avez souvent des instituteurs, institutrices ou directeurs d'école vont convoquer des parents d'un enfant bègue en disant « Votre enfant s'ennuie en classe ». À mon sens, après les recherches que j'ai avec le nombre d'années que je reçois d'enfants en stage, ces enfants-là réfléchissent beaucoup plus vite que les autres. Donc au jour d'aujourd'hui, ils ont été considérés quand même, un bègue est très précoce, réfléchit beaucoup plus vite que les autres. Donc il ne s'ennuie pas, mais il a compris beaucoup plus vite. Donc si les parents ne font pas la démarche de faire très attention, il peut être très rapidement mis en échec scolaire. Donc ça, il faut faire vraiment très attention. Très attention. Si je lève vraiment le doigt là-dessus, si je mets le doigt là-dessus, c'est qu'il faut vraiment prêter attention. Et aucune personne bègue pourra dire « je réfléchis pas vite ». On réfléchit très vite. En plus, on a ce degré très intuitif. Combien de fois en stage, même des enfants viennent me voir et me disent « Monsieur, est-ce que c'est normal que je devine ce que les personnes vont me dire en face de moi ?» Et ça, c'est un facteur. Beaucoup de personnes pourront contredire ce que je suis en train de dire. Moi, je l'ai vécu, je le vis encore. Je
parle à une personne, incontournablement, je devine presque ce que la personne va me dire. Elle commence le sujet, c'est je connais tout. Donc, j'ai déjà un autre sujet en tête, une autre conversation, puisque une fois que j'ai deviné ce que la personne va me dire, j'essaie d'aller un petit peu plus loin. Et donc, pour moi, ce côté intuitif, c'est le gros facteur du bégaiement. C'est le gros facteur, parce qu'on est toujours pressé. Donc, si on peut mettre une image à ces facteurs, c'est un petit peu la trace, la trame d'un être humain. Lorsqu'on est devant des escaliers, on va d'abord voir la dernière marche avant d'avoir la première. Donc, nous bègues, on voit déjà la fin de la phrase avant d'en voir le départ. Donc on voit déjà la construction. Et donc pour moi c'est un phénomène majeur. Mais si on réfléchit bien, c'est pas si compliqué que ça. Ça peut pas venir de l'esprit. Ça peut pas, disons, ça ne peut pas être une maladie du tout. Ça ne peut pas être soigné ni par des médicaments. Tout émerge de soi-même. C'est la volonté que l'on en soit. C'est cette volonté qui est une mesure d'espace-temps, ce que j'ai dit préalablement. C'est le temps que l'on veut bien s'accorder à soi-même. Le temps qui nous appartient. Mais surtout, ce temps-là, il faut l'utiliser avec le raisonnable. Il faut vraiment se dire, j'ai une conversation à tenir, j'ai des choses à dire. Donc, je prends mon temps, je laisse mon esprit bien construire les choses. Ne pas devancer la construction. Commencer la construction, comme on dit, marche par marche. Et là, on y arrive. Donc, on a tout à l'heure élaboré, le bégaiement est une mesure d'espace-temps, je l'ai élaboré. Donc, le bégaiement est-il héréditaire? Bonne question. À mon sens, il n'est pas héréditaire du tout. C'est pas du tout. Combien de personnes, par exemple, en 10 ans, viennent me voir en stage, ont des enfants bègues, eux-mêmes n'ont jamais bégayé. Pour moi, c'est purement et simplement une forme de mimétisme. On prend un exemple qui n'a rien à voir. Vous avez par exemple 2 enfants dans une cour de récréation. Un des 2 enfants boite. C'est les meilleurs amis du monde. Incontournablement, l'enfant qui ne boite pas, s'il a de l'admiration pour son copain, tôt ou tard, il va se mettre à boiter. C'est purement et simplement une forme de mimétisme. Moi, en l'hérédité, j'y crois pas du tout. Donc, bon, ça, je n'étais pas là pour le savoir, mais il faut tout de même savoir qu'au départ de notre ère, l'être humain ne parlait pas. Pendant des siècles, il n'a pas parlé. Il émettait des bruits, il ne parlait pas. Il faisait des dessins. De ces cris, ils en ont fait des mots. Après, ils en ont fait des phrases. Ils en ont fait des conversations. Donc la parole, l'être humain l'a appris, mais ce n'était pas en lui. Donc je vois pas d'où pourrait être, par exemple, une génétique, par exemple, un bégaiement. Moi, personnellement, je n'y crois pas du tout. Alors, le bégaiement est-il une nervosité? Moi, je pense que c'est plus une appréhension qu'une nervosité. Combien de personnes, je me rappelle, moi, parce que je bégayais beaucoup, on me disait, il faut te calmer. J'avais beau me calmer, mais je bégayais toujours. Alors, on peut être nerveux, bien évidemment, mais on peut être nerveux, non pas pour les autres, on peut être nerveux sur soi-même. Nerveux parce qu'on n'arrive pas à parler. Mais parce que les gens disent qu'on est nerveux, non, c'est pas de la nervosité, c'est une appréhension de bégayer. On a toujours peur de déranger les autres avec notre bégaiement. Donc, à mon sens, la nervosité,
ça peut, bien évidemment, si on bégaye beaucoup, ça peut nous porter en dépression nerveuse. Mais le bégaiement n'est pas une nervosité. Le noyau du bégaiement ne vient pas des nerfs. Pas du tout. Moi, je pense, comme je fais des expériences en stage qui ne sont pas négligeables, par des exercices que je fais faire, je me suis aperçu que nous bègues, après avec des essais, et ça avec, je l'affirme, notre rythme cardiaque va beaucoup plus vite que les autres personnes. Donc il suffit, sous quelques exercices que l'on peut dire, que l'on se sert en hypnose, pour ralentir son rythme cardiaque. En ralentissant son rythme cardiaque, on s'aperçoit que on va subitement arriver à parler mieux. Parce qu'on aura déjà combattu le degré d'émotivité qu'on a en soi. Mais ce n'est pas de la nervosité. Si notre cœur bat plus vite que les autres, c'est seulement dû à l'appréhension que l'on a. Cette appréhension qui est en permanence. On marche dans la rue, on a peur qu'une personne nous demande une rue, on a peur qu'une personne nous demande l'heure. On est toujours sur une position, non pas de stress, mais de recul. C'est pour ça que lorsqu'on marche dans la rue, la majorité de nous, on baisse la tête de peur qu'une personne nous demande un renseignement. Je pense que c'est... Maintenant, je pense que je vais te laisser la parole. Non, mais j'ai une chose, comment on identifie le degré de bégaiement? Alors, pardonnez-moi. Alors, comment on identifie le degré de bégaiement? Alors, vous avez des personnes qui vont faire, par exemple, une succession de ratés de syllabes au départ, parce qu'ils vont bloquer leur respiration et ils vont lancer leur phrase d'un coup. Vous avez d'autres personnes qui vont parler pendant 2-3 minutes, et au bout de 2-3 minutes, ils vont commencer à bégayer. Pourquoi qu'ils vont commencer à bégayer? Parce que, arrivé à un certain temps, ils n'auront plus d'air, ils n'auront plus de respiration, tous leurs muscles seront bloqués. Donc là ils vont carrément complètement rester bloqués. Vous avez aussi des bégaiements qui sont pas vraiment graves, mais qui portent atteinte à l'esprit, qui portent atteinte à cet esprit. Ça, on peut l'identifier de par la façon d'être. Dans la façon d'être, on peut identifier un bégaiement avec une personne, par exemple, par des simples clignants de yeux, comme ça. Vous en avez qui clignent les yeux, vous en avez qui se tordent les lèvres, vous en avez qui se tordent les doigts. Le bégaiement n'est pas universel dans le comportement, mais on identifie le bégaiement généralement par le comportement de la personne. Si une personne, elle est comme ça, parce que nous bègues, on a toujours les épaules en l'air, on a toujours les épaules crispées. Incontournablement, moi, une personne qui marche dans la rue, je peux vous dire directement si elle bégaye ou pas, ou si elle a des problèmes de langage. Et c'est comme ça qu'on identifie le bégaiement. Il n'y a pas 36 solutions d'identifier. Ou si une personne commence à parler, commence à cligner les yeux, faire comme ça, on dit c'est les sous de bégaiement. Ou avoir un 1. Voilà. Mais je ne sais pas. On prend un exemple, un enfant. Un enfant va faire il va commencer à parler, il fait, alors on va dire mince, peut-être qu'il recherche ses mots. Mais si c'est sa coupe de crissement d'épaule, de clignement de yeux, ou se tord les doigts, ou se tord les pieds, là on peut dire que c'est un bégaiement. Et incontournablement, on peut l'identifier avec une façon très simple. Si on a un doute, si l'enfant bégaye, il suffit de prendre par exemple une plume. Vous mettez la plume devant sa bouche et vous dites à l'enfant, parle. Si la plume, elle ne bouge pas, c'est que l'enfant bégaye. Parce que normalement, quand toute personne
parle, on souffle ses syllabes. Si la plume ne bouge pas du tout, il est bègue parce que nous, on bègue, lorsqu'on parle, à la place de souffler ces mots, on inspire ces mots. On parle complètement à l'envers d'une personne qui bégaye pas. Bien, on peut remercier Christian pour son premier Je pense qu'on peut ouvrir le débat des questions-réponses pour cette première partie. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui. Le micro, oui. Chaque fois que je pose la question aux enfants, c'est exactement la même chose que j'ai dit préalablement. L'enfant vient me voir et me dit, est-ce que c'est normal que je devine ce que les autres vont dire? Et pourtant c'est un enfant. Un enfant, il n'a rien de préfabriqué. Il va arriver, il a 7-8 ans, il va dire ça. C'est pas moi qui au départ va dire nous devinons. Non, l'enfant, il arrive là et il est innocent, il dit les choses avec son cœur. Mais c'est vrai que, à mon sens, avec l'expérience que j'ai, un enfant bègue, c'est un enfant très faux. Effectivement. Alors maintenant, Quel moyen de prévention chez l'enfant? Alors, quel moyen de prévention chez l'enfant? Moi, disons, je commencerai par dire que, puisque l'effet scolaire, c'est quand même très bien. Je pense que les moyens de prévention chez l'enfant,